Bonjour et bienvenue dans Maxitest. Nous sommes aujourd'hui à Paris, porte de Versailles, sur le site du Mondial de l'Automobile, pour une édition qui s'annonce historique. Plus de 50 premières mondiales, 32 nouveautés, 8 facelifts et 10 concept cars, sans compter les surprises. Alors nous sommes là sur le stand de Peugeot, mais tout de suite, découvrons le sommaire de l'émission en images. Dans ce numéro de Maxitest, découvrez l'essai de la Peugeot 508 phase 2, de la Nissan Pulsar et de la Renault Twingo. Nous vous présenterons également la Mini Cooper SD et la nouvelle Volkswagen Sirocco. Enfin, Carlos Tavares répondra à nos questions. Nous sommes devant ce qui constitue la réponse de Peugeot au défi du gouvernement français de pouvoir concevoir des voitures de production d'ici 2020 qui consommeront moins de 2 litres au 100. Ce résultat est atteint avec un groupe moteur qui mêle le diesel et l'hybridation à l'air comprimé. La technologie est également présente sur la C4 Fluidaire et sur le concept Cactus 2L. Il est à noter que cette voiture pèse 100 kg de moins qu'une motorisation normale. Et tout de suite, on retrouve l'essai de la 508. Après environ 4 ans de bons et loyaux services, la Peugeot 508 a droit à sa première cure de jouvence. Ces nouvelles armes seront-elles suffisantes pour affronter une concurrence germanique au savoir-faire aiguisé dans un marché des berlines qui s'avère moins porteur que par le passé? Les designers ont su faire évoluer la 508 en lui intégrant les derniers codes stylistiques de la marque, essentiellement avec une face avant profondément revue. Les projecteurs sont désormais plus verticaux et ils arborent l'encoche en partie inférieure vue sur les modèles plus récents. Leur forme plus complexe qu'auparavant a nécessité un nouveau capot qui, au passage, perd le lion. Qu'on se rassure, ce dernier reprend fièrement sa place au centre de la calandre. Ainsi remaquillée, la 508 s'offre même des faux airs de Peugeot 505. Quant aux feux de jour, désormais à LED sur toute la gamme, ils prennent place dans le bouclier et disposent de la forme de crosse caractéristique des nouvelles Peugeot. La partie arrière est également modifiée. Les inédits couvercles de coffre et bouclier affinent l'ensemble tandis que les feux reprennent la triple griffe. Au final, cette Peugeot 508 phase 2 paraît bien plus statutaire. Dans l'habitacle, les changements sont bien plus discrets, pêle-mêle. On note le passage de l'orange au blanc en ce qui concerne l'éclairage des commandes, la disparition sur la console centrale des touches du système multimédia, un nouvel écran tactile, ainsi que les habituels nouveaux inserts et tissus inédits. La finition est toujours d'un très bon niveau. Notre modèle est équipé du célèbre 1.6 THP. Déjà présent sous le capot de la 508 phase 1, il gagne aujourd'hui 10 chevaux pour un total de 165 chevaux. Pas de quoi transformer la 508 en sportif cependant. En sortie d'épingle, ce 1.6 montre quelques failles. En cause une valeur de couple, certes disponible très tôt, à 100%, dès 1400 tours minute, mais qui ne monte qu'à 240 Nm. Ne boudons cependant pas notre plaisir, la 508 est capable de devenir presque amusante sur route sinueuse si on la chatouille un petit peu. D'autant que le châssis reste une référence travaillée aux petits oignons, permettant de rester collé à la route sans intervention intempestive de l'ESP ou de l'anti-patinage. C'est une reine du confort qui défie les nids de poules et autres ralentisseurs sans broncher. Au chapitre des qualités, on note son silence de fonctionnement, du moins jusqu'à 4000 tours minute. Au-delà, il change légèrement de tonalité, se faisant un peu plus rageur. Cerise sur le gâteau, ce caractère discret se montre payant au moment de passer à la pompe. Mené doucement, notre modèle consomme aux alentours de 8 litres au 100 km. La Peugeot 508 1.6 THP 165 chevaux féline en boîte automatique que nous avons essayé est vendue à partir de 37 100 €. À configuration équivalente, elle navigue ainsi entre les tarifs d'une Opel Insignia et d'une Audi A4.
Cette remise au goût du jour relance sans conteste la Peugeot 508 et la prépare à affronter les futurs Renault Laguna 4 ou Volkswagen Passat. Le combat sera rude, mais la lionne est désormais prête. La Mini gagne 2 portes et devient plus familiale. Nous l'essayons immédiatement. BMW Group présente le 8e modèle de la gamme Mini avec la Mini 5 portes que nous essayons dans sa version Cooper SD. En plus des 2 portes arrière, la hauteur gagne 13 mm, le porte-à-faux arrière avec 89 mm supplémentaires permet au coffre de gagner 67 litres. Il passe ainsi de 278 litres de chargement à 941 litres selon la configuration. L'empattement rallongé de 72 mm par rapport à la 3 portes amène cette Mini à une longueur de 3,98 m. La largeur reste identique, le toit est discrètement plus sculpté et flottant, et les optiques sont renouvelées. Alors pourquoi une Mini 5 portes ? Tout simplement parce que le marché demande une Mini 5 portes. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la Mini en version 3 portes, ce qu'on appelle la Mini Hatch. Simplement le marché en Europe et même le marché en France, et surtout le marché en France, est très important et plus important en général en citadine 5 portes que 3 portes. Donc il était vraiment très important de pouvoir présenter une Mini 5 portes. Et par ailleurs, nous avions un certain nombre de prospects, de personnes qui passaient dans les concessions Mini et qui tombaient amoureux de la Mini, qui souhaitaient acheter une Mini, mais qui avaient besoin pour des questions d'utilité de la 5 portes et qui ne pouvaient pas la trouver avec notre version 3 portes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer la version 5 portes de la Mini. Avec son centre de gravité bas via la nouvelle architecture UKL de BMW Group, la sensation d'avoir un gros jouet entre les mains est au rendez-vous. Forte de 4 cylindres, de 170 chevaux, d'un couple de 360 Nm entre 1500 et 2750 tours minute, cette SD a de l'énergie à revendre. Mais manque peut-être un peu de sonorité à notre goût. Plutôt dur à basse vitesse, les suspensions semblent s'assouplir en haussant le rythme, jusqu'à parfois donner une impression de flottement. La direction est réactive et agréable à manier en ville. Côté moteur, la Mini offre 3 comportements différents. Entre le Green Mode, pour économiser son carburant, le Mid Mode, orienté confort, et le Sport Mode, chaque personnalité s'y retrouve. Cet accès aux places d'arrière ouvrira sans doute la porte des concessions de la marque aux jeunes familles branchées, voyageant léger, ou aux cadres en début de carrière aimant s'évader en virée le week-end. Car oui, à 27 300 €, cette Cooper SD n'est pas pour toutes les bourses quand son premier prix essence démarre à 21 100 €. Mais l'étiquette Mini fonctionne toujours, à défaut d'être prise au sens propre. Nous sommes en présence d'Exalt, la version sublimée de la berline selon Peugeot, dans le droit fil du concept Onyx qui avait été présenté ici il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qui caractérise Exalt ? Tout d'abord 2 matières, de l'acier brut à l'avant et une espèce de peau de requin synthétique pour privilégier l'aérodynamique à l'arrière. Exalt fonctionne avec la technologie hybride fort qui permet de rouler soit en tout électrique, soit en hybridation essence-électrique, soit en toute essence. Elle préfigure probablement la 408 GT. Tout de suite, nous découvrons la petite berline du segment C par Nissan, la Pulsar. Pendant que le segment porteur des berlines compactes se battait pour tenter de détrôner la Volkswagen Golf, Nissan imposait sa gamme de crossovers urbains. La mission accomplie, il était temps de revenir dans la bataille avec la nouvelle Almera. Oups, pardon, la nouvelle venue a en fait pour nom Pulsar, un patronyme plutôt utilisé par la marque japonaise hors Europe. Extérieurement, la Pulsar reprend les traits découverts avec le Qashqai et déjà vus sur le X-Trail. La face avant s'articule autour du V-shape qui court de la base du pare-brise à la partie chromée de la calandre. De part et d'autre, les feux s'étirent et reçoivent l'un des gimmicks stylistiques de la marque, la signature lumineuse en boomerang. Le profil est souligné par des lignes de force dynamiques, que ce soit sur les portières ou même la ceinture de caisse. À l'arrière, les feux très étirés et en forme de V soulignent la lunette arrière, à la forme très proche de celle du crossover.
Le bouclier intègre un diffuseur en vrai faux carbone de plastique. À l'œil, cette pulsar n'est pas désagréable, même si un peu passe-partout face à la folie d'un Juke par exemple. À l'intérieur, en revanche, si la pulsar reprend certains traits des dernières Nissan, elle dispose de son propre style. La colonne horizontale de la planche de bord reprend le thème des ailes d'oiseau qui courent depuis les poignées des portes pour se rejoindre derrière la partie centrale. On s'étonnera de trouver une partie haute bénéficiant de plastique souple et agréable au toucher, tandis que la partie basse reçoit un plastique dur mais surtout sonore. Sans être austère ou triste, cet intérieur manque tout de même d'une petite touche de peps. Les sièges sont confortables et l'assise est suffisamment longue pour ne pas fatiguer les jambes. Mais ce sont les passagers arrière qui seront choyés. L'espace est le point fort de l'auto. Grâce à un empattement nettement supérieur à la moyenne de la catégorie, les grands gabarits seront à l'aise. Le coffre n'est pas en reste, avec une capacité de 385 litres. Notre modèle est équipé d'une motorisation essence turbo de 115 chevaux. À basse vitesse, le bloc moteur se montre très discret. Malgré ses près de 4,40 m, la Pulsar est plutôt à l'aise en ville. Au besoin, les radars avant et arrière, et surtout le AVM 360 degrés qui permet de voir tout autour de la voiture, aideront les moins adeptes des rues un peu trop serrées. En revanche, ce n'est pas un foudre de guerre à l'accélération. C'est suffisant pour évoluer sereinement, mais les 10,7 secondes nécessaires pour abattre le 0 à 100 km/h nous laissent sur notre faim. D'autant plus que notre modèle dispose d'une boîte manuelle à 6 rapports qui oblige à jouer de l'embrayage et du levier assez régulièrement. Sur route sinueuse, le châssis s'avère très sain et le côté légèrement sous-vireur ne surprendra pas les conducteurs novices. Grâce à son poids contenu de 1265 kg et un bloc moteur léger, la voiture ne prend pas trop de roulis et le train avant se place assez bien. Le freinage est efficace et il faut taper franchement dedans pour déclencher l'ABS sur route sèche. Les imperfections de l'asphalte sont quant à elles bien gommées. La Nissan Pulsar ne va peut-être pas révolutionner la catégorie. Elle ne fait que remettre Nissan au cœur de la bataille du segment C, mais le fait avec de bonnes armes. Parmi celles-ci, on retiendra surtout sa générosité envers ses passagers. La Pulsar débute à 18 790 € en version essence, et notre modèle d'essai s'affiche à 21 940 €. Le rapport prix-prestation est un atout supplémentaire pour cette auto qui, à défaut de briller par son audace stylistique, fait largement le travail que l'on attend d'elle. Président de PSA, Carlos Tavares répond aux questions de Maxitest. Actuellement, en Europe, sur le marché européen, le groupe PSA Peugeot Citroën est celui qui présente la gamme avec les plus faibles émissions du marché. Nous sommes à un peu plus de 111 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui représente la meilleure performance de tous les constructeurs sur le marché européen. Et donc ceci témoigne de la maîtrise technologique de PSA au niveau de tout ce qui est groupe motopropulseur, mais également au niveau de l'allègement des véhicules, au niveau de l'aérodynamique des véhicules, et c'est important de le souligner. La technologie hybridaire est donc une parmi de nombreuses technologies qui sont développées dans nos ingénieries avancées, au niveau de la recherche, au niveau du développement. Cette technologie, elle est donc maintenant mature, elle a franchi tous les jalons de validation de toute la partie recherche, elle est donc prête à être utilisée sur une application série, et elle ne le sera évidemment que lorsqu'elle aura atteint ses objectifs en matière de coût, en matière d'investissement, et ceci passe par aujourd'hui la recherche de partenaires qui seraient en mesure de partager avec nous un certain nombre d'investissements, et si ceci est surmonté, évidemment que cette technologie pourra être utilisée. Je crois que la vision que nous pouvons avoir des prochaines décennies, c'est celle plutôt de groupes motopropulseurs qui serait la combinatoire entre un moteur thermique et un moteur électrique. Je crois que
Les groupes motopropulseurs du haut de gamme, avec des puissances élevées pour des accélérations qui procurent un grand plaisir de conduite, viendront de la combinatoire de ces deux objets, moteur thermique d'une cylindrée relativement modeste et une chaîne de traction électrique. Et la combinatoire des deux procurera les accélérations que les clients de ce type de véhicule recherchent. Lancer une marque premium, ce n'est jamais une tâche facile. Je l'ai rappelé à de multiples reprises, c'est une décision que nous inscrivons sur le long terme. Il faut prendre la dimension du temps qu'il a fallu à nos concurrents allemands pour atteindre le niveau qui est le leur aujourd'hui. Ce n'est pas moins de 30 ans. Et vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait, c'est en général 30 ans. Donc nous sommes dans une dynamique et dans une perspective long terme qui est très comparable. Nous avons effectivement donné à la marque DS l'autonomie dont elle a besoin pour s'affirmer, pour décrire et faire sentir sa spécificité qui est l'art de vivre à la française. Et bien, elle prendra le temps qu'il faudra pour y arriver. Aujourd'hui, nos ventes de véhicules DS sont des ventes rentables, donc nous ne sommes pas poussés par les volumes, nous ne sommes pas poussés par une quelconque urgence en la matière. Ce que nous voulons surtout faire, c'est bien établir la marque, bien faire comprendre la promesse de la marque, les valeurs fondamentales de la marque et lancer des nouveaux modèles qui progressivement vont arriver dans les prochaines années puisque nous allons passer en Europe d'une gamme de 3 modèles à terme une gamme de 6 modèles. Et donc c'est avec l'arrivée des nouveaux véhicules que l'on va montrer l'étendue totale de cette marque qui est très prometteuse puisqu'elle s'inscrit dans un positionnement qui aujourd'hui est unique puisqu'il faut être un groupe automobile français capable de faire des véhicules haut de gamme pour exprimer la sophistication, toute la puissance artistique et créatrice que l'on trouve dans le domaine du luxe en France. Le concept car Peugeot Quartz préfigure par son style le futur du 3008. Au plan de sa motorisation, hybride, plug-in rechargeable, il préfigure le futur SUV haut de gamme de la marque, le 6008. Volkswagen fait souffler un vent de fraîcheur sur son Sirocco dont Maxi Test a pris le volant. Après 6 ans de bons et loyaux services, le Volkswagen Sirocco s'adapte au goût du jour. Le coupé 4 places propose de nouvelles motorisations et un nouveau design. Au plan stylistique, les boucliers avant et arrière ont été revus, les blocs optiques actualisés vers des LED et du bixénon et les jantes portées à 18 pouces. Au plan des motorisations, le Sirocco intègre désormais une palette entièrement renouvelée. Elle va du 1,4 litre TSI 125 chevaux au 2 litres TSI 220 chevaux, sans oublier les 2 litres TSI 180 chevaux et 2 litres TDI 150 et 184 chevaux. Toutes sont reprises de la Golf 7. Nous avons essayé la version TDI de 184 chevaux en bois DSG 6 sur les lacets montagneux du Cap Corse, où ses aptitudes routières s'illustrent parfaitement. Si le châssis repose encore sur celui de la Golf 5, il demeure efficace. Nous avons apprécié le bon comportement routier avec un niveau de confort largement amélioré par rapport à la version précédente. Le moteur est volontaire mais un peu moins à bas régime, principalement du fait de la boîte DSG réglée plutôt en mode éco, sauf à passer en mode sport. Le niveau sonore est très acceptable et l'astuce du pare-brise vibrant permet, grâce à un bruiteur, de se croire au volant d'une sportive. On aime un peu moins le tarif élevé de 24 900 € en 1,4 litre TSI à 37 790 € pour notre modèle d'essai en finition Cara. Notamment compte tenu d'une dotation en équipement relativement faible et du fait que cette version manque un peu de sportivité malgré sa puissance. On attendra donc avec impatience la version R qui proposera 280 chevaux, soit 15 de plus que la version précédente, et qui vise la Mégane RS et le RCZ-R. La Twingo compte bien jouer les starlets sur les routes et elle se dévoile dans Maxi Test. La Renault Twingo a toujours eu un important capital de sympathie plus ou moins traduit en succès commercial selon ses générations. Pour ce troisième opus, la marque aux losanges ne cache pas ses ambitions.
La nouvelle Twingo doit marquer à nouveau son époque, comme a pu le faire son ancêtre en 1993. À ceux qui trouvent que la nouvelle venue fait penser à la Fiat 500, la marque se défend en disant notamment que l'architecture à moteur arrière imposait en partie ce type de silhouette. Pourtant, on n'a pas entendu les mêmes comparaisons entre l'italienne et la Smart qui partagent sa plateforme et ses blocs avec la nouvelle Twingo. La puce française affiche ainsi une bouille rondouillarde sympathique avec un regard fait de 6 blocs tout ronds, dont 2 canons à LED en guise de feu de jour. La calandre s'avère fidèle à l'identité instaurée par le département dirigé par Lorenz van den Acker. L'idée n'était pas de basculer dans le style néo-rétro, même si l'inspiration avec la mémorable R5 Turbo n'est pas un secret. Les feux arrière au bout des ailes légèrement gonflés illustrent le lien de parenté avec l'aïeul. Le style n'a rien d'élancé, mais on aime bien. L'intérieur tout en rondeur et coloré se compose exclusivement de panneaux en plastique dur. La présentation apparaît dans la lignée de concurrentes comme la triplette C1 108 Aigo, mais de meilleure qualité. On regrette simplement le bac de rangement amovible devant le levier de vitesse qui sort de son logement au moindre coup de genou. À l'emplacement de la boîte à gants, on pourra choisir un couvercle ou une pochette intégrée qu'on peut emmener avec soi. Autre astuce de rangement dans cette lilliputienne, une trappe à parapluie sous la banquette arrière. Cette dernière dispose d'un dossier réglable au bénéfice de l'espace de chargement du coffre. En revanche, elle ne coulisse plus comme ce fut le cas dans les précédentes générations. Les passagers installés à l'arrière disposent d'un espace raisonnable, sans plus. Ils auront en revanche une visibilité sur l'avant, bouchée par les imposants sièges à appuie-tête intégrés. En outre, les vitres s'entrebâillent seulement. Une particularité de cette nouvelle Twingo est son architecture puisqu'il s'agit d'une propulsion à moteur arrière. Cela vient de la plateforme commune partagée avec la Smart. Sous notre capot arrière, un 3 cylindres turbo TCE de 90 chevaux. On aurait apprécié un peu plus de nervosité sur les 2 premiers rapports, mais il n'a rien de ridicule sur les routes et autoroutes. Ce qu'on remarque d'abord en roulant, c'est que l'insonorisation est mieux maîtrisée que dans la plupart de ses concurrentes. Une autre qualité est son impressionnant rayon de braquage qui lui permet de mieux se faufiler et de faire des demi-tours dans des trous de souris. En revanche, le confort des sièges moelleux se voit gâché par l'amortissement ferme. Mais le châssis s'avère être particulièrement efficace quand il s'agit de sortir des agglomérations. Sur ce point, elle laisse loin derrière ses rivales franco-nippones. En termes de consommation, bien aidé par le Stop and Start, on tient en ville assez facilement un chiffre entre 5 et 6 litres, mais jamais plus bas. Ensuite, comme avec beaucoup de 3 cylindres, cela peut s'envoler allègrement au-delà des 8 litres en conduite déraisonnable. En conclusion, la Twingo regorge d'arguments pour réussir sur ce marché. Tout d'abord, un style, des dimensions compactes et une assez large palette de personnalisation. À cela, on peut ajouter les 4 portes et une personnalité affirmée. Les tarifs démarrent à 10 800 € et s'affichent à équipement équivalent, toujours légèrement supérieur dans son contexte de concurrence. Comptez environ 15 000 € pour notre modèle d'essai et ne cherchez pas de moteur diesel, il n'y en aura pas. La boîte automatique, quant à elle, devrait arriver prochainement. Cette émission touche désormais à sa fin. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Motors TV pour connaître toute l'actualité des stands du mondial. Et pour notre part, vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Maxi Test.